je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de la séance inaugurale de la Semaine du Cerveau, édition 2024. Donc je me présente, je suis Stéphane Ollier, je suis le président de la Société des neurosciences, une société savante qui organise et coordonne la Semaine du Cerveau depuis maintenant près de 36 ans. Alors vous le savez peut-être pas, mais c'est une manifestation internationale qui organisée simultanément dans plus d'une centaine de pays. Donc en France, plus de 120 villes participent à cet événement, qui a pour but de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau. C'est l'occasion pour de nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs, cliniciens, étudiants, de rencontrer le public et de partager avec lui leurs travaux ainsi que les enjeux sociétaux associés. La Semaine du Cerveau est un événement remarquable par sa dimension, par le nombre de personnes mobilisées, par le succès public rencontré et par la qualité de sa programmation. En témoigne, en 2023, le nombre de personnes qui ont assisté aux événements de la Semaine du Cerveau, plus de 30 000 personnes. Une autre particularité de cette Semaine du Cerveau est d'être portée par des bénévoles qui travaillent avec un engagement et un enthousiasme sans faille. Je tiens à les remercier, ainsi que les coordinateurs nationaux, Armel Rancillac et François Tronche. Puisque nous sommes à Bordeaux, j'en profite aussi pour tirer un coup de chapeau aux organisateurs locaux qui sont ici présents dans cette salle, Hamid Benazouz et Arnaud Rodriguez. Les manifestations de cette Semaine du Cerveau sont gratuites et c'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des sponsors de cette semaine, nationaux et locaux, ainsi que les institutions partenaires. Donc vous avez les logos ici sur cette diapositive. Cette édition 2024 étant placée sous le haut patronage de Madame Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors malgré ces soutiens, nous devons encore trouver des ressources financières pour arriver à l'équilibre. C'est pour cela que la société a créé le fonds de dotation neurocitoyen. Ce fonds a pour mission de promouvoir le partage des connaissances dans le domaine des neurosciences lors d'événements grand public comme la Semaine du Cerveau. Alors si vous souhaitez soutenir cette Semaine du Cerveau, vous pouvez contribuer en faisant des dons à travers donc ce fonds de dotation. Vous pouvez facilement y accéder en tapant la Société de neurosciences, la Semaine du Cerveau ou neurocitoyen sur votre moteur de recherche. On vous donnera toutes les explications pour faire un don. Donc merci d'avance pour votre générosité. Alors cette année, la Semaine du Cerveau aura lieu du 11 au 17 mars. Chaque année, elle est précédée d'une séance inaugurale que nous avons décidé d'organiser à Bordeaux, un haut lieu de la recherche en neurosciences en France. Le thème que nous avons choisi cette année concerne les addictions, qui est un sujet, hélas, toujours d'actualité, et qui a été particulièrement étudié ici à Bordeaux. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nous, ce soir, des experts de renommée internationale dans le domaine, que je vais vous présenter. À commencer par Véronique de Roche-Gamonnet, directrice de recherche à l'INSERM, Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS, Pier Vincenzo Piazza, Grand Prix de l'INSERM en 2015 et directeur général de la société Aelis Pharma, et le professeur Mélina Passeas, qui est, elle, responsable du pôle d'addictologie, qui est un service inter-établissement entre le CHU de Bordeaux et l'hôpital Charles Perras. Donc cette séance comprendra 2 temps. Un premier temps où il y aura des présentations, qui sera suivi par une table ronde, qui sera animé par monsieur Karim Jbali, qui est journaliste à France Télévisions, et que je tiens à remercier chaleureusement pour avoir bien voulu participer à cet événement. Je vous souhaite donc une excellente soirée, et je vous laisse la parole à notre première intervenante, Madame Véronique de Roche-Gamonnet. Bonsoir à tous d'abord, et encore une fois merci à Stéphane, merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là et de venir parler d'un sujet qui m'est cher. Être
ou ne pas être addict, telle est la question, telle est ma question. Alors, vous me direz, avant de répondre à cette question, mais qu'est-ce donc que l'addiction? Eh bien, notre vie est généralement relativement riche d'activités diverses et variées. Nous satisfaisons des besoins vitaux. En d'autres termes, pour parler simplement, nous mangeons. Nous travaillons beaucoup et de plus en plus longtemps, semble-t-il. Nous remplissons des obligations administratives. Nous avons des loisirs, seuls, avec des amis ou en famille. Nous prenons soin des nôtres. Et puis, nous faisons la fête aussi, entre amis ou en famille. Et dans tout cela, il arrive que nous consommions de l'alcool, que nous fumions, que nous jouions, que nous prenions des fois aussi simplement des médicaments pour soulager les douleurs. Mais cela reste un usage ou une activité occasionnelle, sans conséquences nécessairement néfastes. Et puis, parfois, cet usage, il peut devenir néfaste. Par exemple, je fume, je continue de fumer, alors que j'ai un problème respiratoire, mes poumons se portent mal, et pourtant je continue. Mais je vais poursuivre, je vais consommer, je vais pouvoir me mettre quelque part en danger. Donc mon activité, ma consommation ou mon activité va avoir un effet néfaste sur moi-même. Donc pour le répéter, je vais poursuivre ma consommation, je vais poursuivre le fait de fumer alors que j'ai un problème respiratoire et que j'en suis conscient. Je vais pouvoir aussi poursuivre une activité ou une consommation qui peut mettre les autres en danger. Je vais, par exemple, mettre en danger les gens sur mon lieu de travail ou sur la route parce que je vais consommer, je vais exercer mon activité professionnelle ou conduire sous l'effet d'une substance. Donc, ça peut devenir quelque part un problème. Et puis, cette activité ou cet usage de substance peut finalement prendre une part extrêmement importante et prendre le pas sur l'ensemble de ces activités, devenir envahissante, et finalement, c'est au détriment de ces autres activités, au détriment, par exemple, de mes études, au détriment de mon travail, au détriment de ma vie de famille. Et quand cet usage, parfois cet usage ou cette activité deviennent mal adaptés, on peut dire qu'ils se sont transformés en addiction, finalement. Quand cet usage est maintenu malgré ces conséquences néfastes que je viens de décrire, pour moi-même, ma santé par exemple, ou pour les autres, ou pour ma vie sociale, professionnelle. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi cet usage occasionnel se transforme-t-il en addiction? Eh bien, pendant longtemps, pour ce qui concerne les drogues, on a considéré que l'usage augmentait, donc l'addiction se développait parce que la drogue faisait finalement de moins en moins d'effets. Le sujet, lui, ne changeait pas, mais la drogue faisait de moins en moins d'effets. Et finalement, pour continuer à ressentir les mêmes effets, ou ne pas ressentir les effets du sevrage, par exemple, eh bien, l'individu, le sujet, le consommateur, consommait de plus en plus. Et d'ailleurs, sur cette logique, à travers cette vision de l'addiction, eh bien, on privilégiait des thérapies dites d'aversion, qui consistaient finalement à vous dégoûter de l'usage et de la substance, à vous dégoûter de consommer. Là, je prendrai l'exemple
Alors la première citation est un peu barbare. La molécule en fait, le disulfiram est une molécule dont le nom là est un peu barbare dans le traitement à l'époque de l'alcoolisme dans les années 60. Ce qui vous parlera peut-être plus, alors peut-être à certaines générations, c'est si vous vous souvenez du capitaine Haddock dans Tintin et les Picaros, quand le professeur Tournesol a créé une molécule qu'il met dans le verre de ce pauvre Haddock, de ce pauvre capitaine, qui trouve tout d'un coup que son alcool est terriblement désagréable et qui provoque de la nausée quand il consomme l'alcool. Et l'idée, c'est dégoûter le sujet de la substance. Et ça en est allé jusqu'à des thérapies d'aversion utilisant des chocs électriques pour vous couper l'envie de continuer à consommer. Progressivement, on est passé de cette vision très centrée sur la drogue et le changement de ses effets à une vision plus centrée sur l'individu, milieu des années 90, années 2000, où l'addiction finalement est désormais vue comme un changement au sein de l'individu, du consommateur, et une baisse dans sa capacité à contrôler cette envie impérieuse de consommer, ce craving, donc une baisse de sa capacité à contrôler ce craving et une baisse de sa capacité à limiter l'usage. Et dans le même temps que ce changement se faisait, mais bien évidemment, sur le plan thérapeutique, la stratégie a elle aussi changé. Et donc on est passé à des solutions thérapeutiques dont le but est finalement d'aider à contrôler ce craving, d'aider à contrôler cette perte de contrôle sur l'usage, donc des thérapies pour réduire le craving ou le contrôler. Des thérapies médicamenteuses, vous avez sans doute entendu parler dans le cadre de l'alcool, du baclofène, de la camprosate, de la naltrexone, et puis tout ça associé également avec des thérapies comportementales dont le but là est plutôt à l'inverse de l'aversion et quelque part de la punition, est au contraire de renforcer, récompenser l'abstinence, la capacité d'abstinence, et puis dans le même temps de mettre en place des thérapies qui ont pour but cognitivo-comportemental d'identifier d'où viennent ces urgences impérieuses de consommer et d'apprendre, d'aider le sujet à les contrôler. Donc on a changé la recherche clinique et préclinique, a amené à percevoir l'addiction de façon différente et à la traiter de façon différente. Ce que la recherche nous a également appris, c'est, au-delà de ce que semble être l'addiction, ce que la recherche nous a également appris, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au risque d'addiction. Pas tous les usagers, pas tout le monde développe une addiction. On considère, vous me ferez confiance, à gauche il y a 100 petits bonhommes, on considère que sur 100 usagers, selon les drogues, il y en a 10 à 30, 35% qui vont développer une addiction selon le pouvoir addictif de la substance. Des usagers qui donc présentent une vulnérabilité à l'addiction ou une forme de prédisposition. C'est quoi cette notion de vulnérabilité, cette notion de prédisposition? Alors, pour essayer de l'illustrer de façon très simple, je vais vous demander de regarder mon collègue Serge, par exemple, mon collègue et ami. Nous faisons la même taille l'un et l'autre, lui quand il est assis et moi quand je suis debout. Et évidemment, s'il se lève, vous allez tous vous dire ce monsieur a une plus grande prédisposition pour le basket que moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette notion de prédisposition peut se traduire comme ça, mais cette différence entre Serge et moi-même, elle se voit. Elle est très visible. On peut se dire, oui, il a plus de chances de mettre un panier que moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a d'autres différences entre lui et moi et entre nous tous
qui sont beaucoup plus subtilement cachés dans notre cerveau et dans notre organisme et qui peuvent amener à cette vulnérabilité. Et on pourra en reparler, ça pourra être le sujet pour le coup de la discussion. Ce que la recherche nous apprend également, au-delà de ces différences de vulnérabilité, ce qu'elle nous apprend aussi plus récemment, c'est que prenons une drogue donnée, et on a 35% des usagers qui vont potentiellement développer une addiction. Ce que la recherche nous apprend aussi, c'est que ces sujets addicts pour une même substance ou une même activité, eh ben, ils ne sont eux-mêmes pas tous identiques et que, en fait, ils sont différents les uns des autres, même pour une même substance, même pour une même activité. Et ce que la recherche nous apprend récemment, c'est qu'on gagnerait finalement à un traitement personnalisé, à une médecine de précision pour l'addiction elle aussi. Et notre collègue et ami Michael Nassila nous dit que finalement, encore en 2018, cette médecine de précision en addictologie est un besoin médical qui n'est pas encore totalement, encore loin d'être satisfait. Donc, tout le monde n'est pas à risque. Et les sujets, lorsqu'ils ont développé l'addiction, eh bien, ils ne sont pas tous les mêmes, même pour une même substance, et ils pourraient bénéficier de traitements plus personnalisés. Prenons cet exemple. Progressivement, alors là, on a le pourcentage de sujets abstinents. Malheureusement, progressivement, le nombre de sujets abstinents diminue. Tout simplement, les sujets rechutent dans l'alcool, malheureusement. Et pour cet exemple de médecine de précision, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a des sujets en gris et en noir. Ne nous occupons pas pour l'instant des courbes du haut, occupons-nous de ces deux courbes. Nous avons des sujets qui ont des profils génétiques qui ont été identifiés et qui ont des profils génétiques différents. Alors, le nom n'a pas beaucoup d'importance, mais ils ont des profils génétiques différents. Et ce qu'on voit, alors il y a une petite différence, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que spontanément, sans traitement, eh bien, après 80 jours, on a entre 50 et 60% des individus qui restent abstinents. Je ne sais pas si je vois bien clair, hein, autour de 50%, donc la moitié a rechuté et l'autre moitié est restée abstinente. Et si ces mêmes patients avec ces types génétiques particuliers, dès le départ, juste au moment où on leur propose de s'arrêter et où ils cessent de consommer de l'alcool, eh bien, si on les place sous un traitement, ils sont placés sous un traitement, et en particulier ici, il s'agit d'un traitement à la naltrexone, eh bien, il se passe la chose suivante. Les sujets gris, avec le profil génétique gris, eh bien, ils vont être plus nombreux à rester abstinents. Parce que plus on est en haut, plus on est abstinent longtemps. Donc, ils sont autour de 70% à 80 jours. Donc, ils bénéficient en quelque sorte de ce traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces sujets en noir avec un autre profil génétique, eh bien, finalement, en profitent beaucoup plus et on observe un taux d'abstinence qui reste à près de 90% après 80 jours. Donc ça, pour illustrer, en fait, que tous les sujets ne sont pas identiques, même pour une dépendance à une même substance. Donc, pour résumer et ne pas utiliser la scène trop longtemps, je voudrais juste résumer en disant qu'avec l'addiction, on est en présence d'un comportement mal adapté, c'est-à-dire maintenu malgré ses conséquences néfastes. Il serait dû à une difficulté à contrôler l'usage et le craving, ce désir impérieux de consommation. Donc, un comportement qui va se développer chez 10 à 30, 35 sujets vulnérables selon les addictions, enfin, selon les substances et selon les comportements d'intérêt. Et enfin, pour conclure, j'ajouterais pour finir ce résumé, que la recherche conforte l'idée d'une médecine personnalisée, qu'une médecine personnalisée a sa place en addictologie. Et après ça, je vais vous remercier pour votre attention et pour vous récompenser de votre attention. On parlait tout à l'heure
du professeur Tournesol et du pauvre capitaine Haddock et de l'équivalent de l'Espéral à l'époque dans les années 70, par jeu ou par intérêt, je vous recommande cet écrit d'un professeur de l'Université libre de Bruxelles, L'image de la médecine dans les aventures de Tintin. C'est très ludique et on se rend compte que les auteurs, enfin Hergé était très très intéressé par la médecine et qu'il y a mis beaucoup dans les aventures de Tintin. Merci. Merci Véronique. Donc maintenant je vais accueillir le second intervenant, notre champion de basket local, Serge Ahmed, qui va nous parler d'un produit addictif qu'on connaît tous et qu'on ne soupçonne peut-être pas d'être aussi addictif, le sucre. Bonsoir tout le monde. Donc merci d'être venu. Je remercie Stéphane Ollier et les autres organisateurs de m'avoir invité à participer à cette soirée d'inauguration de la Semaine du Cerveau. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir le bal, en quelque sorte, avec mes collègues bordelais. Donc moi, ce soir, mon propos va être très limité. Je vais vous parler du potentiel addictif du sucre. Et quand je parle de sucre, je parle des sucres rapides et simples, type saccharose, glucose, qu'on va rajouter dans de nombreux produits. Et comme vous le savez, sans doute, ce potentiel addictif, c'est un sujet qui reste controversé, puisque contrairement aux autres addictions, addiction à l'alcool, au tabac, à l'héroïne, etc., l'addiction au sucre n'est pas reconnue officiellement. Et en plus, parmi les chercheurs qui pensent, et je fais partie de ceux-là, qu'il y a suffisamment de données pour penser qu'une telle addiction existe, les avis sont partagés. Il y a ceux qui pensent que c'est une addiction avec substance, comme par exemple l'addiction à l'alcool ou au tabac, et d'autres qui pensent que c'est une addiction sans substance ou dite comportementale, comme par exemple les addictions aux jeux d'argent, etc. Alors ce qui rend le problème particulièrement compliqué avec les addictions qui impliquent l'alimentation, et en particulier le sucre, c'est que bien évidemment, on en a besoin pour vivre. On a besoin de manger pour vivre. Nos cellules ont besoin de glucose pour fonctionner. Et là, je vous rappelle vos petits souvenirs de biochimie. Le glucose est utilisé dans le cycle de Krebs mitochondrial pour produire des molécules d'ATP qui vont littéralement avoir pour fonction de donner la vie, d'animer toutes les protéines de votre corps. D'accord ? Et en plus, quand on se focalise sur ce merveilleux cerveau et qu'on essaye de mettre les mains un petit peu dedans, dans cette myriade de circuits neuronaux dont il est composé, on découvre en fait qu'une grande partie de ces circuits, ils ont pour fonction de nous inciter à aller rechercher et à surconsommer ces produits contenant beaucoup de sucre, enfin des produits hautement énergétiques. Et quitte à finalement stocker l'excédent sous forme de graisse dans le tissu adipeux pour des temps incertains futurs, temps incertains futurs qui bien sûr ne sont plus d'actualité dans le monde obésogène dans lequel nous évoluons. Donc, il y a beaucoup de circuits qui nous incitent à surconsommer. Il y a très peu de circuits qui limitent, qui nous freinent. Et les circuits qui nous freinent, en fait, ils ont tendance à s'user très rapidement. Et en fait, dès qu'on commence à prendre du surpoids et de l'obésité, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Donc, dans ce contexte général, on peut se demander légitimement, à mon avis, si ça a vraiment du sens de parler d'addiction à une substance dont on ne peut pas se passer pour vivre, et que nous sommes apparemment neurobiologiquement déterminés à rechercher et surconsommer. Donc alors, ce soir, je vais pas trancher définitivement cette question, bien sûr, je vais juste tenter, dans le peu de temps qui m'est imparti, de vous donner quelques éléments de réflexion, quelques éléments de réponse qui vont dans le sens que cette addiction existe et qu'on peut en parler.
Et pour ça, je vais vous convier à un détour historique. On va remonter le temps ensemble de 30 ans jusqu'à l'année 1994. Cette photo a été prise lors d'une audience devant le Congrès américain à Washington le 14 avril 1994. Sur la photo, vous voyez des personnes en train de prêter serment, d'accord ? Ces personnes, en fait, c'est les grands patrons, les PDG d'une des industries les plus profitables de tous les temps, c'est l'industrie du tabac, des cigarettes. Et ils ont été convoqués devant les députés du Congrès américain pour s'expliquer pourquoi ils pensent que la nicotine n'est pas addictive. Et ça va être intéressant pour nous de creuser un petit peu et de nous intéresser aux arguments qu'ils mettent en avant pour expliquer pourquoi ils pensent que la nicotine n'est pas addictive. Alors, rapidement, je vous rappelle qu'à cette époque, fin des années 80, début des années 90, on commence à comparer très sérieusement la nicotine avec des drogues dures, dites dures, comme l'héroïne, par exemple. Et bien sûr, les grands patrons de l'industrie du tabac, ils sont pas du tout contents de cette comparaison, ils sont pas du tout d'accord avec cette comparaison. Et voilà leurs arguments. Donc, par exemple, lors de l'audience, un des PDG dit c'est n'importe quoi de comparer la nicotine à l'héroïne, parce que quand un fumeur fume des cigarettes, il n'y a pas vraiment d'intoxication, quoi. Ou s'il y a une intoxication, elle est vraiment très subtile. En tout cas, elle n'est pas aussi intense et bouleversante, capable d'altérer le jugement comme peut le faire, par exemple, l'héroïne. Un autre PDG ajoute: il n'y a pas véritablement non plus de dépendance physiologique avec la nicotine, ou encore une fois, si elle existe, elle est vraiment, elle n'est pas aussi dangereuse et aussi intense que peut être la dépendance physiologique aux opioïdes de type héroïne. Un autre surenchère, oui, mais avec la nicotine, il n'y a pas de risque de surdosage, ce qui est bien évidemment pas du tout le cas pour les opioïdes, hein. Comme vous le savez, actuellement, les opioïdes font des ravages aux États-Unis. On compte les morts en dizaines de milliers chaque année. Et enfin, un autre PDG rajoute également: les fumeurs ne sont pas prêts à tout pour s'en procurer des cigarettes, bien sûr. Et ça, bien sûr, ça renvoie un peu à l'image péjorative qu'on a du toxicomane, qui est soi-disant capable de commettre tous les délits et tous les crimes pour obtenir les moyens nécessaires pour se procurer la prochaine dose. D'accord ? En fait, lors de l'audience, la position de l'industrie du tabac est super bien résumée lorsqu'un des PDG déclare: en fait, pour moi, la nicotine n'est pas plus addictive que le café, ou voire même les Twinkies. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quoi les Twinkies ? Les Twinkies, c'est des pâtisseries industrielles, très joli rire, hein. C'est des pâtisseries industrielles bon marché. Le public français, en fait, les découvre pour la première fois à la fin des années 80, dans le film Die Hard, avec comme héros principal Bruce Willis, hein, le fameux inspecteur John McClane, ok ? Et vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, dans le film, on voit au début le policier Al Poen, qui va devenir un des super amis du héros à la fin du film, se fournir en Twinkies, comme il le fait tous les soirs, dans une supérette, avant de commencer sa patrouille nocturne. Et quand on regarde la composition d'un Twinkies, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement du sucre, 2/3 de sucre rajouté, le reste c'est des protéines, des matières grasses et des sels minéraux. Allez, revenons à l'audience. Quand les députés du Congrès entendent cette comparaison entre cigarettes nicotine et Twinkies, en fait, ils deviennent un peu fous et ils vont répondre avec une réplique qui va devenir célèbre et qui va marquer un tournant dans l'audience.
Oui, mais la différence entre les cigarettes et les Twinkies, c'est la mort. Et bien sûr, il renvoie au fait que fumer des cigarettes, ça induit une surmortalité. Je ne connais pas les chiffres de l'époque, mais actuellement, chaque année, il y a 400 000 morts aux États-Unis imputables au tabac. C'est 70 000 à peu près en France. D'accord ? Donc, pourquoi ça a été un tournant ? C'est parce que, du coup, les PDG ont été mis face à leurs responsabilités. Je veux dire, ils vendent un produit qui est dangereux, toxique. D'accord ? C'est évident. Mais revenons à notre sujet. Après 30 ans, 2024, en fait, on se rend compte, et c'est ça la grande ironie de l'histoire, que finalement, les PDG de l'industrie du tabac, ils étaient sur la bonne voie, contrairement aux députés américains. Puisqu'entre-temps, on est rentré, comme vous le savez, dans une épidémie mondiale de surpoids et d'obésité, qui entraîne également une surmortalité très importante. Aux États-Unis, je crois que c'est un chiffre sous-estimé, c'est 250 000 morts imputables au surpoids et à l'obésité. Et comme dans cette épidémie mondiale de surpoids et d'obésité, la surconsommation de sucre est considérée comme pas le seul, comme un facteur déterminant, eh bien non, on ne peut plus dire aujourd'hui que la différence entre les cigarettes et les Twinkies, c'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. D'accord ? Le deuxième point, c'est que cette discussion qui a eu lieu lors de l'audience sur le potentiel addictif du tabac et de la nicotine a permis finalement de mettre en exergue, de révéler, de mettre le doigt sur, on va dire, des critères, des éléments, des symptômes de l'addiction qui sont finalement assez périphériques et propres à certaines drogues, mais qui ne constituent pas les critères centraux paradigmatiques en fait de l'addiction. Donc, comme par exemple la dépendance physiologique qu'on évoquait tout à l'heure. Et du coup, ça a permis de mettre l'accent sur des critères, les critères, on va dire, centraux de l'addiction, qui sont, ça a été dit par Véronique tout à l'heure, l'envie irrépressible de consommer, un usage persistant, difficile à contrôler malgré les conséquences négatives. Et pour moi, un point très important qui définit ce que c'est que la compulsion, et malgré le fait que le sujet lui-même désire de manière persistante arrêter ou limiter sa consommation, c'est fondamental ça. Donc ces critères maintenant ont été bien codifiés dans certaines classifications internationales, et quand vous les appliquez aux différents usagers, et ça a été très bien dit par Véronique tout à l'heure, ça vous permet d'identifier parmi les usagers ceux qui ont développé une addiction, au sens psychopathologique du terme. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 10 à 15% des consommateurs d'alcool qui développent et qui présentent une addiction. C'est plus de 30% pour le tabac. C'est environ 10% pour le cannabis. Pierre peut-être me corrigera tout à l'heure. Et de manière importante, au cours des 15 dernières années, des efforts ont été faits pour adapter et appliquer ces critères aux consommateurs de nourriture, et ça a permis de révéler également, parmi ces consommateurs, des consommateurs qui ont développé une relation de type addictive à certains éléments. Et juste pour vous donner quelques chiffres, c'est en fonction des études, en fonction des populations étudiées, c'est entre 5 et 10%, mais ce chiffre peut augmenter jusqu'à 25% chez les personnes obèses, ce qui est considérable. Ces données ont été confirmées par une très belle étude, confirmée et validée par une très belle étude qui a été réalisée récemment à Bordeaux par l'équipe du professeur Marc Oriagon, qui est ici présent, en collaboration avec Mélina Fatsea, ce qui les a conduits à conclure, et pour moi ça a été un signe très important, à conclure que les données actuelles disponibles sont en faveur de la reconnaissance d'un trouble de l'usage de nourriture.
Et quand on regarde les nourritures qui sont concernées, en fait, c'est des nourritures de type Twinkies. Ah, c'est le Twinkies, pour moi, c'est la nourriture paradigmatique, hein, ok. Donc, contenant beaucoup de sucre rajouté. Ce qui donc indique que la propriété addictive dans la propriété addictive de la nourriture, pardon, le sucre est un facteur probablement important. Peut-être pas le seul, mais un facteur important. Alors la question maintenant, c'est comment exactement? Alors permettez-moi de vous rappeler rapidement ce que l'on sait, mais c'est sur le potentiel addictif des drogues de manière générale. Comme vous le savez, hein, donc il y a toute une gamme de drogues différentes, elles ont toutes des structures chimiques différentes. Lorsqu'elles sont consommées, elles passent dans le sang, elles traversent la barrière hémato-encéphalique, elles pénètrent dans le cerveau, elles vont agir sur plusieurs cibles pharmacologiques diverses et variées, mais elles ont tout un point commun, c'est qu'elles vont agir sur les neurones à dopamine du cerveau, et elles vont avoir donc plus ou moins directement, en fonction des drogues, hein, c'est plus ou moins directement sur le neurone dopaminergique, et elles vont avoir comme résultat final d'augmenter la dopamine dans différentes zones du cerveau, et en particulier dans le fameux striatum, vous en avez entendu parler, parce qu'il y a des bouquins populaires maintenant autour du striatum, comme quoi c'est la cause de tous les maux de l'humanité. Et cette réponse dopaminergique striatale, elle a une propriété particulière, c'est qu'elle ne s'habitue pas avec l'usage répété. Elle a même tendance à s'amplifier dans certains cas, ce qui est tout à fait anormal. Et on pense que cette non-habituation de la réponse dopaminergique striatale serait à l'origine d'un renforcement neurobiologique anormal des connexions synaptiques dans les circuits neuronaux qui sont responsables de la recherche et de la consommation de drogue. Alors c'est très simplifié, hein, mais ça suffira pour notre propos. Donc le sucre dans tout ça, alors le sucre, lui, il va pas agir aussi directement sur les neurones à dopamine que les drogues, mais il a une particularité, c'est qu'il va être capable d'activer ces neurones à plusieurs reprises lors d'une seule consommation. Donc imaginez le sergent Hal Powell du film Die Hard en train de croquer dans un morceau de Twinkies. Donc il mâche, d'accord, et la première chose qui va se passer, c'est que ça va stimuler des cellules dans ces papilles gustatives qui sont spécialisées pour reconnaître le sucre, et ces cellules sont connectées à une chaîne de neurones, aux neurones dopaminergiques dans le cerveau, qui fait qu'à une fraction de seconde, vous avez une réponse dopaminergique striatale qui est assez rapide, est initialement très intense, mais elle a tendance à s'habituer avec l'expérience répétée, ce qui suggère que le goût sucré n'est probablement pas à lui seul responsable des propriétés addictives des nourritures de type Twinkies. En revanche, récemment, ça remonte à seulement quelques années, on a découvert dans le petit intestin, juste à la sortie de l'estomac, des cellules spécialisées que l'on appelle des neuropodes. Alors neuropodes parce que c'est des sortes de pseudo-neurones avec un axone à peine développé, mais qui néanmoins fait une synapse avec les afférences sensorielles du nerf vague. Et lorsque vous avez un afflux de sucre dans la lumière intestinale, ces cellules sont activées et elles vont activer via le nerf vague et un circuit neuronal dans le tronc cérébral les neurones dopaminergiques. Et vous allez avoir une réponse dopaminergique striatale. La particularité de cette réponse dopaminergique striatale, c'est qu'elle est différée dans le temps. Elle survient quelques minutes après avoir mangé le Twinkies, d'accord? Et elle n'est associée, contrairement au goût sucré, à aucune expérience subjective consciente. Mais néanmoins, elle joue un rôle fondamental dans le développement de la préférence, et ça a été très joliment montré dans une expérience chez la souris. Ce sont des souris qui ont perdu le sens du goût sucré suite à une modification génétique, et néanmoins, elles sont capables de reconnaître le biberon où il y a du sucre en quelques minutes. Et elles développent une très forte préférence. La grande question maintenant, c'est de savoir si cette réponse dopaminergique s'habitue avec la consommation. Moi, je ne pense pas, puisque c'est pas conscient, on peut pas prédire cette réponse dopaminergique, donc pas de minimisation de l'erreur de prédiction, hein, pour ceux qui connaissent. Mais néanmoins, on ne sait pas. Donc, affaire à suivre. Allez, pour conclure,
Et je vais revenir à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'addiction à une substance dont on ne peut pas se passer pour vivre? Ben oui. À partir du moment où on sépare bien les choses et qu'on se rappelle que notre corps, quand même, il peut produire ce carburant essentiel qu'est le glucose pour le fonctionnement des cellules à partir de diètes qui ne contiennent pas les fortes doses de sucre rajouté que l'on retrouve dans les Twinkies. Et donc, pour revenir à Molière, si vous avez noté tout à l'heure, il pourrait dire aujourd'hui, nul besoin de manger des Twinkies pour vivre, et on peut vivre pour manger autre chose que des Twinkies, même si bien sûr la plupart d'entre nous pouvons manger des Twinkies de temps en temps sans succomber à l'addiction. Merci pour votre attention. Merci Serge. Donc le prochain intervenant est Pier Vincenzo Piazza, qui va nous parler d'une autre substance. Elle, on le sait, addictive. On le sait pas forcément. Cannabis. Bonsoir à tous. Merci Stéphane, merci les organisateurs nationaux et locaux de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Donc, je vais vous parler donc de l'addiction au cannabis, tout simplement parce que au sein de cette société que j'ai créée il y a un peu de temps comme spin-off de l'INSERM, on développe une nouvelle génération de médicaments qui peuvent, parmi leurs indications, s'adresser à le cannabis. Donc, je vais vous présenter très brièvement l'équipe de cette société qui a été créée en 2013 comme spin-off de l'INSERM, qui est localisée à Bordeaux et qui est aujourd'hui en bourse, donc sur Euronext depuis 2022 et qui a à peu près 24 employés, dont 80% dédiés à la recherche et développement. Donc, Stéphane m'a demandé de vous parler d'abord de l'addiction au cannabis, en général, parce que c'est vrai, c'est un sujet de société sur lequel on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu dans le monde des lobbies très fortes pour la légalisation du cannabis qui ont essayé de dire, on peut le comprendre, que le cannabis fait pas mal, c'est bon, c'est la panacée, parce que, en plus, il peut être utilisé comme médicament. Alors, tous les drogues, plus ou moins, qu'on utilise aujourd'hui, sont utilisées comme médicaments. Donc, le fait que quelque chose peut être utilisé comme médicament ne dit pas que ce n'est pas une drogue. Alors, l'addiction au cannabis, aujourd'hui, on l'appelle plus addiction, mais comme toutes les addictions aussi aux autres drogues, les manuels de référence pour faire un diagnostic, c'est ce qu'on appelle le DSM-5, que c'est un manuel diagnostique fait par la Société américaine de psychiatrie, et on les appelle CUD, ça veut dire désordre lié à l'utilisation d'une drogue, dans le cas spécifique, désordre lié à l'utilisation du cannabis. Donc la grosse innovation de cette manuel diagnostique par rapport au précédent, c'est que maintenant l'addiction ou les dépendances ont différents niveaux de gravité. On va de la légère à la modérée, juste à la sévère, avec laquelle on identifie en général la vraie addiction. Alors, avec le cannabis, on a observé, je vais citer beaucoup de données américaines, parce que les États-Unis, c'est le pays où le cannabis était le plus légalisé, et donc ça nous donne une idée assez précise de ce qui peut se passer. Donc, ce que vous voyez ici à droite, c'est l'augmentation des diagnostics d'addiction au cannabis, qui aux États-Unis, depuis 2020, augmente à peu près de 15% par an. Donc, on est aujourd'hui à 19 millions de personnes qui ont reçu un diagnostic d'addiction au cannabis aux États-Unis. Donc, il ne s'agit pas des utilisateurs, on va voir, sont beaucoup plus, mais c'est juste ceux qui ont vu un médecin et qui ont eu cette addiction. Alors, pourquoi cette augmentation? La première raison, elle est assez bateau, c'est une augmentation de la prévalence d'utilisation, comme a dit Serge. En fait, chaque drogue entre
l'utilisation une fois dans l'année 1 a une prédiction d'un certain pourcentage des personnes qui vont devenir toxicomanes dans l'année 2. Donc, plus de gens consomment de façon mécanique, plus on va avoir d'addicts. L'augmentation de l'intensité de consommation, c'est à peu près la même chose en quantité, et quelque chose qui arrive avec la légalisation beaucoup, mais qui arrive aussi quand le cannabis est vendu par les trafiquants, c'est l'augmentation énorme qu'il y a eu entre le cannabis des années 70, de ma génération, où il y avait 4% à peu près de THC, que c'est la molécule active, à aujourd'hui on arrive à des souches de cannabis qui vont jusqu'à 30%, et dans les pays où ça a été légalisé, vous pouvez acheter ce qu'on appelle le pure gold, l'or pur, parce que son prix est indexé sur le prix de l'or au gramme, que c'est une résine avec 100% de THC, donc 100% de THC pur. Et l'autre chose qui va avec la légalisation, si un produit est légalisé, ne fait pas mal, par définition, même si c'est pas toujours le cas, c'est une utilisation de plus en plus précoce. Alors, si on regarde combien de gens utilisent, on va voir qu'il y en a à peu près 22 millions en Europe, avec les pays les plus forts consommateurs, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Et on a en revanche à peu près 62 millions aux États-Unis. Alors, une des raisons, c'est peut-être ce qu'on disait, c'est la légalisation et aussi une très forte, beaucoup plus forte prévalence chez les sujets jeunes ou adolescents. Donc, du coup, aujourd'hui, en Europe, on a 1,6 million de personnes qui ont reçu un diagnostic avec d'addiction au cannabis et 19 millions aux États-Unis. Personnellement, je pense que les données européennes sont largement sous-évaluées. Il faut considérer déjà en France, vous avez à peu près 1 million de personnes qui utilisent le cannabis tous les jours. Mais bon, le cannabis n'est pas légalisé pour son utilisation récréative dans la plupart des pays européens, donc ça peut expliquer cette différence. Alors, une chose qui arrive aujourd'hui, c'est qu'étant donné qu'on a de plus en plus de gens qui consomment, on commence à connaître de plus en plus les effets négatifs. Alors, les effets négatifs, il faut pas lire ça comme c'est les effets négatifs que vous allez avoir si vous fumez le cannabis avec les copains pendant les week-ends. La même chose si vous buvez des verres de vin pendant les week-ends avec les copains. Non, la cocaïne, il faut pas en prendre. Disons qu'à peu près toutes les drogues, avec une utilisation limitée, ne sont pas nocifs, et on vient de voir que le glucose, il est nocif, autant moi je serais même plus dur que Serge sur le glucose. Donc vous avez des effets à court terme, qui sont fondamentalement des effets psychiatriques, ça c'est les bad trips que beaucoup d'utilisateurs connaissent, des troubles de la coordination motrice et une prise de risque qui peut être soit sexuelle, soit la conduite sous emprise, qui peut avoir des effets néfastes. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est les effets à long terme. Ça, chez les utilisateurs chroniques, réguliers, surtout s'ils sont commencés pendant l'adolescence, avec une altération du développement cérébral, risque de troubles psychiques qui sont fortement augmentés, et déficit cognitif. Je vais vous montrer la partie sur les déficits cognitifs est quand même assez importante. Bon, après la bronchite clinique et cette moindre satisfaction pour la vie, c'est cette truc qu'on appelle les syndromes démotivationnels, où en fait l'utilisateur chronique de cannabis perd intérêt à produire de l'effort ou à s'engager dans la vie, chose qui résulte dans des mauvais résultats scolaires qui sont très souvent... Chez les enfants, en général, il y a 2 raisons principales des mauvais résultats scolaires. Un, ils commencent à fumer du cannabis.
2, il y a un divorce dans la famille ou des problèmes familiaux importants. La différence fondamentale, c'est que si c'est le cannabis, eux, ils sont super cool, ils comprennent même pas pourquoi on entend des inquiéter qu'ils avaient 20 il y a 6 mois et maintenant ils sont 4. Voilà. En revanche, quand c'est des problèmes psychologiques plus complexes, c'est plutôt quelque chose qui est vécu de façon très négative par les enfants. Alors, ça, c'est une étude qui a été répétée 2 fois, qui a été confirmée, comme on dit, et qui montre que si on commence à fumer du cannabis vers 14 ans, de façon régulière, on peut détecter à l'âge adulte des altérations visibles du cortex préfrontal où il y a les fonctions exécutives. En fait, le cortex préfrontal, c'est pas juste utile à vous dire non, ça tu le fais pas, oui, ça tu le fais, mais c'est un des centres du cerveau plus impliqués dans les fonctions cognitives. Et en fait, ça aussi des résultats qui ont été reproduits, et chaque fois qu'on les reproduit, on trouve des choses de pire en pire. On peut aller jusqu'au perte à l'âge adulte de 14 points de QI. C'est énorme. Si vous considérez que la moyenne c'est 100, donc vous êtes au seuil de ce qu'on appelle quelqu'un avec des problèmes intellectuels, et une perte énorme de mémoire de travail, que c'est juste la fonction cérébrale qu'il vous faut pour faire de l'apprentissage. Pas de mémoire de travail, pas d'apprentissage possible, en fait. Et ici, vous voyez aussi un autre tout, que c'est les risques de troubles psychotiques. Alors, c'est pas la schizophrénie, mais c'est des troubles psychotiques. On sait aujourd'hui que le cannabis donne une forme de trouble psychotique différente de celle de la schizophrénie, qui augmente quand même de façon très importante par les utilisateurs de cannabis, surtout en fonction de la concentration de THC. Et dernier point, c'est l'entrée aux urgences. En fait, les entrées aux urgences aujourd'hui dues au cannabis ont dépassé celles dues aux opioïdes ou à l'héroïne. Aux États-Unis, ça crée une situation d'affolement aux urgences absolument considérable, mais aussi en Europe, aujourd'hui, le cannabis est la raison principale d'entrée aux urgences par rapport à tous les autres drogues. Et dernière en date, on commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes cardiovasculaires liés à l'utilisation de cannabis qui sont de 2 types fondamentalement. Un, c'est des effets inflammatoires sur le réseau artériel, et le deuxième, le cannabis, même si les gens qui les fument en général ne se rendent pas compte, donne presque à tout le monde une tachycardie très importante. Et donc, si vous avez des problèmes cardiaques sous-jacents, eh ben, ça peut précipiter des choses qui ne sont pas cool. Donc, encore une fois, je précise, ça, c'est les choses qu'on observe pour une utilisation régulière et importante de cannabis. C'est pas les joints que vous faites avec... Juste pour dire, on addict au cannabis, que c'est ce que nous essayons de soigner, au moins aux États-Unis, ils fument 1 gramme par jour, entre 5 et 15 joints de cannabis par jour. Donc, et de ça, vous en avez beaucoup quand même, hein, c'est pas... Voilà. Donc, on est en train de développer ces médicaments qui s'appellent la F117, que c'est, vu qu'un mécanisme d'action qui n'avait jamais été testé chez l'homme auparavant, c'est qu'on considère un first in class, et sa cible, c'est ces récepteurs, que les récepteurs CB1 du système endocannabinoïde, qui est la cible principale du principe actif du cannabis. Donc, tous les effets agréables et non dus au cannabis passent par l'activation de ce récepteur, qui se trouve être un récepteur crucial, impliqué dans un nombre énorme de fonctions, dont on comprend pourquoi le cannabis, de façon chronique à dose élevée, peut avoir ces effets très diffus des perturbations sur la physiologie de l'organisme. Et donc, c'est un récepteur qui est impliqué dans l'obésité et l'addiction au sucre, mais il est aussi impliqué dans l'addiction et dans les déficits cognitifs.
Alors, donc alors c'est un récepteur qui est un peu compliqué parce qu'on peut pas y agir, on peut pas l'inhiber de façon directe. Parce que si vous l'inhibez de façon classique, vous allez avoir des effets indésirables très importants. D'ailleurs, il y a des molécules qui ont essayé de faire ça, qui ont été retirées du marché. Alors, pourquoi? Là, vous avez un récepteur CB1 hyperactivé par ces agonistes endogènes, l'endocannabinoïde, ou en jaune par le THC. Et ce récepteur-là, qui est dans la membrane du neurone, va induire une hyperactivité de tous les signaux que ce récepteur donne à l'intérieur de la cellule. En fait, les récepteurs neuronaux, c'est rien d'autre qu'une connexion entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Alors, les molécules de la génération précédente qu'on appelle les antagonistes, ce qu'ils faisaient, ils bloquaient l'accès des molécules qui stimulent le récepteur et, comme tel, bien sûr, soignaient l'hyperactivité, mais en fait, ils bloquaient tout. Et c'est ce blocage total qui provoque les effets indésirables. Les molécules que nous avons développées, ils s'élient dans un endroit très différent de ces récepteurs et, en fait, n'interagissent pas avec la capacité du cannabis ou des autres molécules endogènes de se lier au récepteur CB1. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la fonction physiologique normale peut continuer à agir, et en revanche, les effets qui paraissent être reliés à l'addiction, eux, ils sont bloqués. Alors, c'est un truc qui a l'air un peu magique, même complètement magique. Donc, mais en fait, nous n'avons pas trouvé ces molécules, nous avons trouvé, ça c'est un article que je fait à l'INSERM, qui a été publié dans Science, nous avons trouvé un mécanisme naturel que le cerveau utilise pour réguler l'hyperactivité du récepteur CB1, qui est médié par un hormone qu'on ne peut pas utiliser comme un médicament. Et donc, la chose que nous avons fait des molécules synthétiques qui gardent les effets positifs de l'hormone, mais qui sont en plus de bons médicaments, donc bien absorbés, durée de vie importante, et surtout qui ne sont pas transformés dans d'autres stéroïdes, parce que le truc original, c'était un stéroïde. Alors, récemment, nous avons publié les premiers résultats, ou même pas les premiers, mais tous les résultats que nous avons sur le 117 au cours de 8 ans de travail, qui montre deux choses, en fait. Cette molécule est capable de réduire la sensation positive que les personnes qui sont dépendantes au cannabis ont quand ils fument du cannabis, mais en même temps, réduit la motivation à s'autoministrer, ça c'est des résultats chez l'homme, hein, pas chez l'animal, à s'autoministrer le cannabis. Donc, en fait, on a ensemble 3 effets que normalement on n'a jamais observé avec une seule substance. C'est une diminution des effets plaisants. Normalement, les gens consomment plus pour compenser cette diminution. Et là, en revanche, consomment moins. Et en plus, on n'a pas de syndrome de sévrage parce que normalement, si vous bloquez les récepteurs sur lesquels agit la drogue, la première chose que vous avez, c'est un syndrome de sévrage. Et il y a un syndrome de sévrage au cannabis qui est bien caractérisé et pas sympa du tout. Donc, c'est une première. L'autre chose, c'est qu'étant donné qu'on mime un mécanisme naturel, l'index thérapeutique de cette substance, à savoir l'index thérapeutique, c'est la relation entre dose toxique et dose active, est supérieure à 13 000. Normalement, 10 est considéré un bon index, donc ça veut dire que vous pouvez prendre 2-3 ans de traitement en une seule fois, vous ne devrez pas avoir des effets indésirables. Et pour finir, donc l'étude dont on va voir les résultats mi-2024, donc c'est une grosse étude de ce qu'on appelle des phases de B, donc des confirmations des effets thérapeutiques, avec 333 patients avec les CUD, avec 11 centres aux États-Unis, le coordinateur et l'université de Columbia à travers le professeur Levine, c'est 3 doses. Et l'objectif principal, c'est de réduire la consommation de 5-7 jours par semaine à un jour par semaine.
Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Pierre-Vie. Donc, je vais maintenant inviter les intervenants, et Mélina aussi, à s'asseoir. Et je vais laisser la parole à Karim pour animer le débat. Merci à l'auditoire. Je n'ai jamais vu un auditoire aussi consciencieux, en train de prendre des notes, aussi passionné par cet état. Et j'aimerais juste remercier tout d'abord la clarté des propos des intervenants, et puis leur sens de l'humour. Parfois, voilà. Je vais lancer la toute première question, à tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer tout de suite, et puis le micro va circuler, je pense, dans la salle, pour que tout le monde puisse poser des questions. J'aimerais juste revenir sur l'effet thérapeutique, sur cette médecine de précision, cher professeur, parce que là, on se situe en pleine clinique. Quand on parle de médecine de précision en termes d'addiction, qu'est-ce qu'on entend exactement ? C'est une question qui est absolument essentielle dans la prise en charge d'addiction. Ça a été très bien rappelé. Pendant effectivement très longtemps, finalement, les études se sont attachées à essayer de comparer des patients avec addiction versus des personnes qui n'avaient pas développé d'addiction. Et nous, et de plus en plus, on s'intéresse un petit peu plus sur, parmi les patients qui ont développé des troubles, finalement, on se rend compte qu'il y a une certaine hétérogénéité et qu'il y a des différences entre les sujets qui sont extrêmement importantes. Donc ça, c'est notre travail de clinicien. C'est aussi une part très importante de la recherche clinique. On s'intéresse beaucoup plus maintenant aux différences finalement interindividuelles. Donc là, et effectivement, l'enjeu, pour vraiment optimiser et améliorer les prises en charge actuelles, c'est vraiment de pouvoir développer une intervention ciblée aux problématiques individuelles et aux différentes vulnérabilités individuelles. Alors en pratique, c'est quoi ? On va vraiment s'intéresser aux trajectoires individuelles qui sont toujours assez différentes dans leur rapidité, dans leur intensité, dans leur sévérité, et puis tous ces facteurs de vulnérabilité qui vont participer finalement au développement du trouble ou qui vont favoriser les rechutes pour certains patients. Donc, je peux donner des exemples. Par exemple, on sait que dans l'addiction, il y a cette notion de craving, d'envie incontrôlable très forte qui pousse à reconsommer. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres facteurs associés qui sont très très importants, qui sont la difficulté de régulation des émotions, qui sont difficultés de prise de décision, qui sont de l'impulsivité, qui sont plus ou moins une forte sensibilité aux facteurs de stress liés à des histoires par exemple traumatiques ou à certains troubles psychiatriques. On va vraiment faire le point, une analyse très globale de ces problématiques individuelles pour essayer de mieux cibler ces différentes dimensions qui vont participer au maintien des consommations, aux rechutes. Quelqu'un qui a des antécédents de dépression ou qui a plus d'impulsivité ou moins de capacité à gérer les situations de stress, on va potentialiser finalement les prises en charge avec des approches plus ciblées et personnalisées. Voilà. Avec également des adaptations thérapeutiques, des médicaments qui vont aussi pouvoir aider à gérer ces épisodes de craving comme ça a été rappelé. Il y a aussi tout un pan de la recherche qui va un peu mieux essayer d'avancer justement pour mieux connaître ces différences interindividuelles. Et puis il y a un champ très important qui est en cours, je pense, de développement et qui va s'étendre. C'est la question des différences aussi hommes-femmes qui sont aujourd'hui assez peu encore évaluées, puisque la plupart des recherches cliniques finalement c'est surtout des échantillons avec une majorité d'hommes. Et probablement il y a aussi des différences liées au sexe qui peuvent influer dans la vulnérabilité pour développer l'addiction, la vulnérabilité à la rechute. Très bien. Y a-t-il d'autres questions qui prennent en compte un petit peu tout ce champ thérapeutique, ce champ qui fait la liaison entre le dommage, j'allais dire l'addiction, cette souffrance, et puis les médicaments? Sinon, je vais poser une deuxième question. Si je peux juste rajouter, on parle des vulnérabilités individuelles. Il faut absolument pas minimiser la part de l'environnement. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais ça va être aussi un élément très très important dans l'accompagnement des personnes, puisqu'il va y avoir effectivement des environnements
qui vont être plus ou moins propices ou plus ou moins protecteurs. Et la prise en charge dans l'addiction, ça va être une prise en charge globale et l'accompagnement social, éducatif, cet accompagnement va être aussi important et va participer aussi à la gestion du craving, comment se mettre à distance des expositions à des situations de stress ou à certains stimuli liés aux drogues qui peuvent favoriser effectivement les rechutes. On parle toujours, quand on parle de médicaments, d'industrie pharmacologique. Est-ce que aujourd'hui, à l'image de ce qui nous a été présenté ici pour finir cet exposé, est-ce que l'industrie pharmacologique s'intéresse de près à cette notion ou pour elle c'est une terre incognita mais qui ne l'intéresse pas beaucoup parce qu'il y a peu de retombées, j'allais dire sonnantes et trébuchantes, à l'image de toute la psychiatrie? Est-ce que c'est pour moi? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Donc, l'industrie pharmaceutique, en général, s'intéresse historiquement peu aux drogues illicites. Dû au fait que, encore aujourd'hui, même si on sait au niveau scientifique que l'addiction c'est une maladie, il y a beaucoup de monde qui considère que l'addict est quand même un petit méchant qui n'a pas de volonté et qui se drogue au dépit du fait qu'il sait que ça lui fait mal. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique, dans les péchés capitaux du XXIe siècle, ou ils ont fait ça à la fin du XXe, a mis l'addiction. Les choses ont un peu évolué, donc la chose est un peu différente pour l'alcool et la nicotine, qui sont des drogues. Donc, un des médicaments pour l'addiction à la nicotine, qui à mon avis marche le mieux, que c'est les Champix, qui a été fait par Pfizer. Et il y a eu des tentatives pour l'alcool, mais disons que pour l'alcool, ça n'a pas très bien... Donc, si vous voulez, l'industrie pharmaceutique sont quand même un peu Nike et Adidas. Dès qu'il y en a un qui arrive à faire un truc, il y a tout le monde qui suit. Et donc, pour l'alcool, il n'y a pas vraiment eu de succès thérapeutique, chose qui les a quand même un peu refroidis, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thérapie pour l'addiction qui marche bien, sauf les thérapies de substitution, et l'analtrexone un peu pour certaines formes d'alcoolisme. Les cannabis commencent à attirer les convoitises, parce que, si vous voulez, alcool, nicotine et cannabis, c'est des marchés énormes. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de fumeurs de cannabis que de cigarettes. Les courbes se sont inversées. Donc, après, avec la crise des opioïdes, il y a eu une énorme pression du gouvernement américain, tout ça. Il y a peut-être plus d'intérêt à trouver des thérapies anti-fentanyl ou tout comme ça, mais c'est toujours ce qu'on appelle des specialty pharma qui s'y intéressent. Donc, pas trop. Donc, la réponse est pas trop. Par exemple, nous, pour les cannabis, on a un partenaire industriel qu'on a trouvé assez facilement, mais c'est quand même une société spécialisée dans les thérapies des addictions. Donc, je dirais que les gros groupes s'intéressent très peu au marché de l'addiction parce que c'est considéré difficile de trouver des thérapies qui marchent. Deux, parce que c'est pas forcément considéré bonne presse, surtout par la droite en général. Et voilà. Voilà la situation plus ou moins. Mais en revanche, une thérapie qui marche c'est pas un problème de revenus, Parce que, par exemple, notre partenaire Indivior, ils avaient fait un truc assez innovant pour la thérapie substitutive de l'addiction aux opioïdes.
il faisait, avec ces médicaments, avec pas mal de concurrence, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, on est déjà dans les blockbusters. On dit un blockbuster, c'est au-delà. Pfizer, avec les Champix, font 1 milliard et plus. Donc, c'est pas forcément un problème de revenus. Et je vous dis pas qu'est-ce que ça peut être un médicament qui marche pour l'addiction au cannabis. C'est énorme. Très bien. Ah, Ouais. une question ici. Ouais. Oui, juste en complément de ce qui vient d'être dit, ma question est pour Pierre-Vie, Ouais. parce que tu es un chercheur effectivement d'origine italienne, ça on l'a bien compris. Mais Tu as français. passé quand même une Français. très... Français. D'origine Et français italienne, mais aussi. français. Voilà, Ouais. et français aussi, mais tu as passé quand même la majorité de ta vie en France. Tu as fait de la Ouais. très bonne recherche ici en France, Oui. à Ouais. Bordeaux, Ouais. plus particulièrement. Ouais. Et ma question se portait sur les essais cliniques que tu as conduits Ouais. depuis la création de ta société. Ils sont aux États-Unis. Donc, Oui. je voulais juste que tu me parles avec Voilà. ta franchise d'habitude. Oui, oui. Pourquoi Alors, le choix des États-Unis, pas la alors, France? Pour les cannabis, la réponse elle est très simple. Nous avons démarré à travailler sur les cannabis quand en France, une grosse partie du ministère de la Santé disait qu'il n'y avait pas d'addiction au cannabis. Quand notre article de Science est sorti en 2014, le seul journal télévisé qu'on n'a pas fait, c'est France 2, parce que le consultant de France 2 n'a pas, que c'était quelqu'un du ministère de la Santé, disait on ne va pas donner de la lumière à quelqu'un qui veut faire une thérapie pour une addiction qui n'existe pas. Et, au contraire, il y avait un très fort intérêt aux États-Unis. Grâce à ma carrière scientifique, je connais pas mal de gens là-bas. Et donc, l'NIDA, que c'est National Institute on Drug Abuse, donc c'est la partie de l'INSERM qui est spécialisée dans l'addiction. Son directeur général m'avait dit, si vous venez développer cette molécule aux États-Unis, on vous en finance une grosse partie du développement. Et donc, c'est comme ça que les Américains nous ont donné à peu près 8 millions de dollars, 8 millions d'euros pour développer ces médicaments. À l'époque, je faisais partie de la délégation française, ça c'est le ministère des Affaires étrangères qui m'avait coopté pour faire les trucs à l'ONU sur l'addiction, parce que c'était la période où on refaisait les règles de l'ONU de la lutte contre la drogue. Après, donc j'ai appelé mon correspondant, qui c'était un ambassadeur sans siège, en disant, regardez, les Américains m'offrent ça, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Discuter avec les ministres concernés pour savoir si j'exporte une découverte qui est 100% française aux États-Unis. À l'époque, m'offrait 3 millions de dollars. J'ai eu la réponse après 2 semaines. Ils m'ont dit, allez-y, hein, il n'y a pas de problème. Après, donc c'est clair que si la phase 2B fonctionne, on va faire les phases 3, on les fera en France aussi. Pour notre deuxième médicament, on a démarré en Espagne, parce que le deuxième médicament, c'est pour le déficit cognitif dans le syndrome de Down. Et à Barcelone, il y a un des meilleurs centres européens. Si tu veux, d'abord, quand tu développes un médicament, tu le développes pour la planète. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est l'important, c'est pas où tu fais les essais, mais où tu peux faire les meilleurs essais de façon qu'après, le médicament est disponible pour tout le monde. Donc, par exemple, syndrome trisomie 21, meilleur truc à Barcelone. Donc, les premières études ont été faites là-bas. Et maintenant, on va passer dans une phase où il y a plusieurs centres en France, en Italie, en Espagne, et peut-être dans d'autres pays. Voilà. Donc, c'est des raisons souvent de compétences et pratiques. Dans le cas du cannabis, c'est que les gens nous rigolaient au nez. Hein. En France, les gens, on parle de 2013, mais rigolaient au nez. Et heureusement que j'avais une bonne,
reconnaissance scientifique, donc les gens me rigolaient au nez, mais écoutaient un minimum. Donc je suis arrivé, et d'ailleurs on est arrivé à lever très peu d'argent au début de la société, c'était très difficile. Et voilà. Et l'autre raison pourquoi je fais ça dans les privés et pas dans les publics, c'est parce que dans les publics, tout simplement, c'est pas prévu qu'il y a l'argent pour développer un médicament. Donc, juste pour donner une idée, si tu rates rien, pour mettre un médicament sur le marché, il faut à peu près 100 millions d'euros, 1,00, si tu rates rien. Et malheureusement, des fois, tu rates des trucs. Et surtout, l'industrie en rate beaucoup. Eux, ils en ratent vraiment beaucoup. Donc, eux, ça lui coûte 1,5 milliard, ils disent. Mais même 100 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Et donc, tu es obligé à, si tu veux ces rêves, moi je suis médecin de formation, d'aller du patient, de la recherche au patient, eh ben, tu es obligé de passer du public au privé pour continuer cette aventure. Je pense qu'il y a une question. Monsieur. Et merci pour ces présentations. En fait, Véronique t'a montré en fait la diapositive par rapport à. Tu as montré en fait la diapo par rapport à on n'est pas tous égaux à l'addiction. Et tu as montré une publication qui date de 1994 qui avait pour la première fois décrit en fait ce phénomène. Et on est en 2024, où est-ce qu'on en est par rapport aux facteurs prédictifs? Est-ce qu'il y a vraiment des facteurs prédictifs de vulnérabilité qu'on connaît bien maintenant? Il y en a un sacré nombre, hein, et enfin, on a identifié tout un tas de facteurs prédictifs. Et, mais ces fonctions du type d'addiction aussi, du type de substance, hein, si on parle des substances. Et effectivement, il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de recherches de fait, qui ont permis d'identifier des facteurs de risque et des facteurs qui facilitent le développement de l'addiction. Et si le résultat, et c'est ce que je trouve intéressant actuellement, c'est cette vision qui se concrétise de plus en plus, qu'on a finalement une expression de l'addiction qui est assez homogène. Enfin, comme disait Pierre-Vie, effectivement, avec le nouveau DSM, on a une différence dans la gravité, hein, dans le degré d'expression du désordre lié à un usage, mais si on se place dans la forme extrême et la forme d'addiction, on va avoir une sorte d'homogénéité dans l'expression de la pathologie, mais en même temps, ce que la recherche nous dit, c'est qu'en fait, les trajectoires pour y arriver et les mécanismes sous-jacents, comme le disait Mélina, peuvent être de nature différente, en fait. Et c'est là où la notion d'individualité et de réponse appropriée en fonction des sujets peut varier, en fait. Et ces vulnérabilités, ça va être l'impulsivité. On sait que c'est associé, par exemple, au risque d'addiction aux psychostimulants, à la cocaïne, qui, par malchance, ces substances amplifient l'impulsivité elle-même. Et donc, en fait, on a une espèce de cercle vicieux qui s'entretient. Et puis, mais ça n'est pas le seul mécanisme, ça n'est pas la seule origine. Il y a d'autres facteurs qui favorisent le développement de ce type de dépendance à cette substance aussi. Donc, en fait, c'est multifactoriel et il y a multiples sources de vulnérabilité et de mécanismes qui arrivent au même résultat, en fait. Et en général, les facteurs prédictifs des maladies pour lesquelles on n'a pas de thérapie, du point de vue sociétaire, c'est une très mauvaise idée, moi, je trouve. Moi, je me suis toujours opposé. Ma recherche, au début, j'ai travaillé avec Véronique avant, donc on a beaucoup contribué aux différences individuelles. Donc la question qui revenait tout le temps, mais c'est quoi les facteurs prédictifs? On s'est toujours opposé à utiliser nos données de cette façon-là, parce que, étant donné que tu n'as pas de thérapie, et qu'un facteur prédictif va prédire, même un truc énorme, 3, 4, 5 fois plus de chances, en fait, c'est un pourcentage
très petit des gens qui ont ces facteurs prédictifs qui vont vraiment développer la pathologie. En revanche, tu vas les stigmatiser de façon terrible parce que les maladies du comportement sont encore aujourd'hui extrêmement stigmatisées. Donc, je pense, facteur de risque, il faudra sociétalement, parce que sinon c'est l'eugénisme en fait, y travailler, les utiliser une fois qu'on aura trouvé une thérapie. Dire, t'es en danger mon pote, mais on peut rien pour toi, c'est pas... Je suis d'accord, et si je peux compléter, pardon, pour compléter aussi sur ce que disait Mélina, tout à propos sur la notion d'environnement, vous pouvez avoir un profil qui laisse, voilà, qui est associé, on va dire, qui a été associé avec un risque addictif, mais si vous êtes dans le bon environnement, dans un environnement protecteur, dans un environnement X ou Y, qui va, vous dire, c'est pas déterminé, c'est pas défini, tout ça se contrebalance, tout ça peut s'équilibrer d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a rien d'écrit dans le marbre, et donc, effectivement, c'est toujours dangereux de dire, ce facteur-là détermine telle et telle chose. Non, en fait... C'est très complexe, c'est multifactoriel. Et en termes de clinique, alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Précisez la phrase. Je voulais juste rajouter en termes de facteurs un peu de vulnérabilité, il y a quand même un facteur peut-être assez simple et assez fort qui ressort le plus souvent, c'est l'âge, c'est la précocité de l'exposition, la précocité de la consommation. Ça a été dit dans les différentes présentations, il faut peut-être le rappeler, c'est-à-dire que l'exposition précoce à un âge où les circuits impliqués sont pas encore matures et où ça va rajouter de la dysrégulation, à un âge où les plus jeunes n'ont pas leur capacité d'autorégulation, surtout s'ils sont dans des environnements plus fragiles, ça va être un vrai facteur. Donc ça, c'est quand même un élément assez simple en termes de prévention, de limiter l'accès précoce. Et on a parlé d'addiction au sucre, d'addiction à l'alimentation, le fait effectivement de limiter d'inonder les plus jeunes avec des aliments ultra transformés, addictifs, qui vont quand même agir sur leur cerveau, c'est aussi un axe important. Et par rapport à la prédiction, en termes de clinique, ce qui va être très important, on a effectivement des profils un peu prédictifs, mais c'est compliqué de faire... Par contre, là où on peut vraiment agir, c'est de pouvoir repérer le plus tôt possible. Les symptômes et favoriser. Et là, on va être efficace. C'est-à-dire qu'éviter des trajectoires trop longues. Le problème dans l'addiction, c'est que les gens, ils viennent jusqu'aux structures. Ça fait 10 ans d'évolution de la maladie. Ils ont déjà accumulé beaucoup de conséquences et avec des circuits finalement cérébraux qui ont perdu de leur flexibilité. Ils se sont vraiment automatisés. On va être moins efficace. Donc, c'est pouvoir repérer le plus tôt possible les premiers signes finalement avant-coureurs de la maladie. Je suis une ancienne addicte. Alors, je dirais pas ancienne, parce que ça n'existe pas. Je suis addicte pourquoi? Parce que j'aime le vin. Je suis bordelaise. Mais j'aime le Bourgogne. J'aime le Riesling. J'aime le Gewürz. J'aime un bon vin chilien. Madame, est-ce que vous pourriez juste... Je viens juste témoigner. Très bien, madame. En tant que... Voilà. Je trouve que c'est important. Mais c'est très important, les témoignages. Voilà. Parce qu'on parle juste ici de thérapie de clinique. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez juste de dire et de dire que, à côté de cette souffrance qu'ont certains patients parfois dans leur parcours, croyez-moi, je souffre actuellement. Voilà, et de souffrance, il y a d'autres patients qui revendiquent, je ne sais pas si c'est des patients, qui revendiquent cette notion de, je vais me faire un peu lyncher, par la notion de plaisir. On a le plaisir de vivre maintenant. Voilà. Est-ce que ça existe? Est-ce que des chercheurs peuvent entendre aussi cette notion de plaisir je parle à la clinicienne que vous êtes. Quand un patient vous dit, voilà, je suis pris dans une folie, certes, je vais à ma perte, c'est vrai, au long d'un long parcours, mais je revendique cette notion de plaisir. Est-ce qu'on n'a pas tendance à la mettre de côté quand on est chercheur? Parce qu'on a vu que l'aspect pathologique, souffrance. Et le corps refuse. Voilà, on va laisser les spécialistes. Et le cerveau aussi. Non mais, si vous voulez, 80% si vous regardez un peu, vous avez une vision historique, hein, il n'y a aucun régime à peu près qui est arrivé à supprimer complètement des substances psychoactives qui donnent du plaisir.
s'envoyer à l'air, ça fait partie du comportement normal de l'humanité. Et donc, le problème est que l'addiction, progressivement, n'a plus rien à voir avec le plaisir. L'addiction, c'est une déviation d'un comportement normal, que c'est celui de prendre une substance pour les effets plaisants, à une substance qui prend le contrôle sur l'individu. Et très souvent, si on prend par exemple l'exemple des opioïdes, qui sont les substances plaisir par définition, progressivement, le plaisir disparaît de plus en plus et reste la compulsion à consommer et à éviter les syndromes de sevrage, qui dans le cas des opioïdes, c'est important. Donc, addiction, nous les chercheurs, moi j'ai étudié toute ma vie les mécanismes biologiques du plaisir. On est très plaisir orienté, les chercheurs. Il n'y a pas de problème dans notre vie et dans nos recherches. Mais l'addiction, justement, c'est un comportement qui se détache du plaisir pour se focaliser sur une consommation. Prenez la nicotine. Okay? C'est la drogue la plus addictive qui existe. Moi, là, j'ai les pastilles, là, j'ai commencé à fumer quand j'étais ado, donc j'ai des cycles pendant lesquels je fume pas, mais la cigarette, j'ai jamais pu identifier l'effet de fumer une cigarette avec une sensation claire de plaisir. Il y a d'autres substances, oui, mais la cigarette, pas trop. La cigarette, c'est un exemple parfait de comment une substance qui ne donne pas un plaisir quotient peut être extrêmement addictive. Donc, moi, je dirais qu'addiction et plaisir, c'est les drogues donnent initialement du plaisir, c'est pour ça qu'on en prend, mais l'addiction, c'est un détachement du plaisir. Mademoiselle. Bonsoir, déjà merci pour cette conférence. Vous avez parlé des résultats quant au traitement médicamenteux pour l'addiction. Qu'en est-il des traitements non médicamenteux, par exemple les thérapies cognitivo-comportementales que vous avez évoquées sans résultat? Voilà. Tout ce qui n'est pas strictement médicamenteux. Alors, en fait, effectivement, les prises en charge vont être d'autant plus efficaces qu'on va être sur des prises en charge, on l'a dit, c'est personnalisé, mais c'est précoce et c'est global. C'est-à-dire que on a quand même des molécules et des traitements qui vont être efficaces pour certaines addictions, mais bien sûr, ce sera d'autant plus efficace qu'on va y associer des prises en charge psychothérapiques. Et donc les psychothérapies sont efficaces. Donc on a différents types de psychothérapie, et là encore, ça va être en fonction aussi des besoins des personnes. Globalement, pour l'addiction, on va effectivement utiliser des thérapies type cognitivo-comportementales pour gérer les épisodes de craving, les déclencheurs et tout des stratégies qui sont assez simples pour accompagner les personnes dans le quotidien. Vous donnez des chiffres globaux sur l'efficacité en tant que telle. Les prises en charge globales de l'addiction, si on prend en compte tous ces facteurs-là, on va quand même aider les patients. Après, ça va être dépendant de plein de facteurs de sévérité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi d'autres approches psychothérapie qui on pense vont avoir aussi une certaine efficacité. On a parlé de toutes les thérapies centrées sur le trauma, comme le MDR, quand c'est une problématique importante de la personne, mais aussi des stratégies autour de la pleine conscience ou des approches de pleine conscience pour gérer les épisodes de craving qui vont avoir aussi une certaine efficacité dans la prévention de la chute. Bonjour. Alors, moi, je me permets... Je suis là. Ouais. Bonjour. Je suis pas du tout du milieu scientifique et du coup, bon, il y a jamais de questions bêtes, donc je me permets. La première, elle revenait un peu à la question d'avant. On entend par exemple souvent pour le tabac, genre l'hypnose où en ce moment, enfin, je sais pas, autour de moi, j'entends pas mal parler de la lecture d'un livre et à la fin du livre, on arrête de fumer.
Donc, enfin, un peu avoir votre œil de scientifique là-dessus. Mais ça, enfin, vous venez un peu de répondre à ça. Et sinon, j'avais une autre question par rapport à des mécanismes du cerveau qui existent ou non. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que les personnes addictes, dans un premier temps, peuvent banaliser leur addiction et se voiler la face. Est-ce que ça, c'est aussi seulement, par exemple, lié au plaisir et du coup, on banalise ça et on se voile un peu la face? Et dans le même temps, un mécanisme comme ça, est-ce que ça peut être la gradation de la consommation, passer d'une addiction à une autre très facilement? Est-ce que les sujets sont... Enfin, souvent, ça peut être ce type de cas ou pas du tout? Oula, il y a 300 questions dans votre question. Alors, moi, juste ça, les psychothérapies et tout ça, toutes les thérapies comportementales, je pense que tout ce qui marche, il faut le faire. Donc, si l'hypnose a un des problèmes, historiquement, c'était l'approche à la psychanalyse qui a été arrêtée parce qu'il y a un pourcentage de la population qui est très faible, qui est hypnotisable. Donc, vous limitez le nombre de personnes sur lesquelles ça peut marcher. Les livres, j'ai entendu parler moi aussi, lisez-le si vous en avez ou si ça marche. Hein. En général, pour les cannabis, il y a eu une étude pan-européenne faite par l'Observatoire européen sur les drogues et la toxicomanie qui a montré qu'en fait les psychothérapies sont étudiées, les principaux psychothérapies ont toutes à peu près le même effet quand on prend la population globale et une efficacité d'environ 6%. Ça, c'est pour ça qu'on essaie aussi de trouver des médicaments. Après, l'effet de se voiler la face, je reviens à ce que disaient les professeurs, la nécessité, pour les maladies psychiatriques en général, les personnes qui ont un problème psychiatrique ne se rendent pas compte d'être malades. Donc ça, c'est un des problèmes fondamentaux. C'est pas propre à l'addiction que l'addict se voile la face, c'est en général, c'est souvent l'entourage ou quand on arrive à une situation très grave qui... Et je voudrais stresser les points qui bien été dit, on dépense énormément d'argent dans la prévention, que malheureusement ça ne marche pas, ou pas très bien. Et si on pourrait déplacer, à peu près on dépense en France à peu près 400 millions d'euros dans la prévention, si on pourrait déplacer même la moitié de cet argent au diagnostic précoce, parce qu'aujourd'hui, un peu, avec l'addiction, on est dans la condition dans laquelle on essaie de soigner quelqu'un qui a un cancer une fois qu'il a des métastases partout. Je fais un autre exemple. Alors, en fait, les grands avancées dans la thérapie du cancer, c'est pas tellement de nouveaux médicaments, mais c'est la détection. Ou la même chose, si vous avez une grippe, on ne va pas attendre que vous faites une pneumonie pour commencer à essayer de vous soigner. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être fait et pourrait avoir des conséquences dans l'efficacité thérapeutique énormes. C'est lui d'essayer d'identifier, à la place de prévenir, te drogue pas parce que c'est pas bien, que ça ne sert pas, parce que tous les ados vont vouloir expérimenter avec tout et n'importe quoi, essayer d'identifier les personnes qui commencent à rentrer dans un comportement pathologique quand il est léger, parce que là, les chances thérapeutiques sont beaucoup plus importantes, comme dans toutes les maladies, hein, c'est pas juste lié à l'addiction. Et puis, une particularité de l'addiction aussi, c'est une certaine ambivalence, en tout cas au début, parce que ça fait partie de la clinique de l'addiction. On a une surmotivation, finalement, les patients ont une surmotivation pathologique à consommer, donc c'est plus fort qu'eux. Et donc, la démarche d'essayer d'arrêter un comportement qu'on n'arrive pas à arrêter et qu'on a quand même par moment très envie de maintenir, ça fait partie aussi de la clinique, donc c'est aussi un petit peu normal. Il faut aussi se méfier des injonctions d'arrêter de consommer. C'est-à-dire que quand on dit aux gens arrêtez de consommer, on ne sait pas à quoi on s'attaque. C'est-à-dire qu'il y a un certain équilibre dans le déséquilibre, et l'addiction aussi, elle s'est mise en place, il y a des perturbations de plein de choses. Donc pour certaines personnes, le fait d'arrêter brutalement de fumer,
ça va les faire décompenser potentiellement, pas tous, hein, mais ça peut les faire décompenser sur le plan de l'humeur, mais ça peut aussi les faire décompenser sur l'alcool. Donc il y a besoin aussi quand même que ce soit un peu encadré et accompagné pour les situations les plus sévères. Et d'ailleurs, dans les études cliniques, si tu dis que le but de l'étude clinique c'est d'arrêter, tu vas recruter personne. Non, mais c'est vrai, hein, si en revanche tu dis que le but c'est de diminuer la consommation, là tu as foule. Parce que... Madame. Oui, bonjour. Moi, je voudrais parler de l'addiction au sucre. Serge, tu nous disais qu'on allait progressivement aller vers l'entrée au DSM-5 de l'addiction au sucre. Selon toi, quelles seraient les conséquences, on va dire, socio-économiques? On a parlé de la nicotine, le tabac, donc il y a eu l'arrêt de la publicité du tabac à la télé, au cinéma. Pour le sucre, la prévention, là, pour le coup, ça serait quand même assez facile de faire de la prévention. Est-ce que ce serait finalement une très bonne chose? Et selon toi, quelles seraient les possibilités aussi l'industrie du sucre? Serge, pour une meilleure compréhension, je vous demanderais juste d'expliciter un petit peu la question. Ce que ça veut dire l'entrée du sucre dans le fameux DSM. Cette fameuse classification américaine. Donc, disons, il y a plusieurs choses dans ta question. C'est donc il y a la question de la prévention, donc parce que bon, il y a avant de tomber dans l'addiction au sucre et à l'alimentation de manière plus générale, il y a quand même tous les dégâts sur la santé que ça cause, et donc du coup en termes de prévention, il y a déjà des choses qui sont faites, hein, par exemple les taxes sur les sodas en France, hein, qui ont démarré à la fin des années 90, hein, pour limiter la consommation. Et donc, du coup, ça a même été revu un petit peu à la hausse là, récemment. Il y a tout ce qui est régulation de la publicité vis-à-vis des enfants à la télévision, hein, qui a également, quand tu as des programmes pour enfants, on limite la publicité. Et puis, bon, il y en a toujours, bien sûr. Et ensuite, il y a tous ces messages de prévention, mais de ne pas manger trop gras, trop sucré, etc. Mais bon, ça, on connaît les limites de ça, mais bon, on fait déjà ça. Le problème, c'est que, ce qu'il faudrait faire c'est qu'on a un environnement alimentaire qui est complètement dérégulé, quoi, avec des produits ultra transformés qui contiennent énormément de sucre rajouté, hein. Donc, je connais pas vraiment les chiffres en France, mais aux États-Unis, où ça a été mesuré précisément, quand tu vas dans un supermarché, 75% des items que tu vas trouver contiennent du sucre rajouté. Donc ça, du coup, quand on te dit que quand tu rentres dans un supermarché, tu as énormément de choix, en fait, tu n'as pas vraiment le choix, puisque la plupart des produits que tu vas consommer, c'est des produits qui contiennent du sucre rajouté. Donc ensuite, concernant le fait de rajouter... alors, c'est des études qui commencent à s'accumuler, on commence à penser sérieusement à rajouter ce trouble de l'usage de nourriture, et Mélina et Marc pourront en dire peut-être plus, puisque c'est eux qui sont un peu à la manœuvre dans cette affaire avec tous leurs collègues. Ce que ça changera, c'est que ça permettra, si tu veux, aux personnes qui sont affectées de pouvoir identifier dont elles souffrent exactement, et du coup ça permettra également d'ouvrir la possibilité de traitement, de suivi. Alors là, malheureusement, contrairement au cannabis, on n'a pas de pistes pharmaceutiques prometteuses, mais il y aura toutes les démarches des thérapies cognitives et comportementales qui pourront être mieux ciblées sur ces personnes une fois qu'on aura posé clairement les choses. Donc voilà, ça changera ça, et à mon avis, ce sera un truc important. Et puis aussi, au niveau de la société, comme tu le disais très bien, une fois qu'on aura reconnu la réalité de ce trouble, en termes de prévention, on pourra peut-être passer à la force supérieure, quoi. Voilà. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on restera un peu dans cette situation mi-figue, mi-raisin. Comme le disait Pierre-Vie tout à l'heure, en termes de prévention, il voudrait redistribuer un peu. Le problème, si tu veux, c'est que concernant ces produits-là, justement, quand on voit, par exemple, ce que va dépenser le ministère de la Santé pour prévenir les pathologies liées au surpoids, à l'obésité, etc., c'est peanuts
par rapport à ce que l'industrie agroalimentaire va dépenser en termes de promotion et de publicité. Donc tu vas pouvoir arroser avec 200 millions de prévention, mais eux, ils vont foutre en face 2 milliards, quoi. Donc du coup, tu auras un petit message qui te dira il faut éviter de trop consommer, etc. Méfiez-vous des produits qui contiennent trop de sucre. Mais tout ça, ça sera noyé dans des messages promotionnels, des incitations non-stop 24 heures sur 24, qui te donneront l'impression qu'en fait, ces produits sont pas finalement si problématiques que ça, quoi. C'est comme si, par exemple, pour l'alcool, on avait des publicités partout. C'est un peu le cas hein, maintenant. Depuis que Macron est passé en même temps prévention versus promotion, ça va à fond la caisse, quoi. Bon voilà, donc tu vois où je veux en venir. Mais dans l'industrie agroalimentaire, là, on peut faire vraiment quelque chose, hein, parce qu'en fait, les sels et les glucoses, moi, je n'aime pas l'appeler les sucres, parce que les pâtes, c'est du sucre aussi, mais ne touchez pas aux pâtes. Voilà. Les glucoses, c'est en fait un produit non naturel, raffiné, et qui est rajouté, si tu regardes, même dans les aliments salés. Si tu vas acheter des produits transformés salés, tu as du glucose rajouté. Et tu as du sel rajouté, tout simplement parce que la façon de faire devenir renforçant des trucs qui sont métalliques. Et donc, une façon facile, c'est pourquoi permettre à l'industrie agroalimentaire, dans un produit salé, de rajouter du glucose, mais en quantité phénoménale. Donc là, au niveau de législation, je pense qu'on peut faire des choses. Et puis, ça changerait aussi un élément, enfin, c'est quand même, si effectivement c'est avéré, ce qu'on pense, hein, c'est quand même une des seuls produits finalement addictifs, pas des produits ultra transformés globalement, mais finalement où on va exposer les enfants à un très très jeune âge. Et finalement, si on compare avec les autres comportements addictifs, ça n'existe pas. Donc, c'est en termes de prévention, là, ce sera effectivement très important. Il y a quelques données aussi qui montrent chez des ados, chez des cohortes d'adolescents, par exemple, que ceux qui ont des symptômes d'addiction à l'alimentation, ils vont avoir tendance, une propension à plus consommer de substances, et toutes les substances. Donc, on peut aussi se poser la question si finalement une exposition très précoce, finalement, à ces aliments addictifs peut pas aussi entraîner une sorte de vulnérabilité induite, sensibilisation au comportement addictif de manière générale. Bonsoir. Alors, on entend de plus en plus parler des thérapies assistées par psychédéliques et qui ont des effets visiblement prometteurs sur le traitement des addictions. Donc voilà, je voulais un petit peu vos avis sur ce sujet. Merci. Oui, moi j'ai un avis, mais il est très personnel. Donc, cette histoire des psychédéliques démarre quand même, si je ne me trompe pas, avec plutôt la dépression. Là, maintenant, c'est passé qu'ils vont soigner tout. Alors, donc, d'abord, il faut voir que quand on trouve une nouvelle thérapie, une des réactions, c'est de dire qu'il va tout soigner. Ça, des fois, ça ne marche pas. Alors, comment ils marchent, les psychédéliques? Personne ne le sait, en fait. Hein. Personne ne le sait. Moi, j'ai une théorie qui est de dire qu'ils marchent avec un mécanisme très similaire avec la thérapie électroconvulsive, on dit en France. Donc, si vous savez, pour la dépression réactive, la thérapie électroconvulsive qui consiste à anesthésier les patients et lui donner des chocs électriques, il faut aller le cerveau en tilt et qui rêve, que c'est un truc considéré terrible, ça l'est, mais il est quand même assez efficace pour la dépression majeure. Les psychédéliques, à mon avis, ont un effet un peu général, vont mettre le cerveau en tilt total, ils vont resetter certains trucs. Mais aujourd'hui, exactement par quel mécanisme d'action ils marchent, personne ne le sait vraiment. Et je ne suis pas sûr s'ils vont marcher pour l'addiction non plus. Hein. Quittons un peu ce champ un peu des substances, juste pour aborder ne serait-ce que le champ des addictions comportementales. Quand on parle de jeu, d'être addict en anglais au jeu, au PMU, à la loterie, au
aux jeux interactifs et ce genre de choses. Comment est-ce que des chercheurs l'appréhendent, ce genre de choses? Là, on ne parle plus de substance. On se situe comment? C'est un nouveau champ de recherche? Ou c'est toujours la même démarche? C'est addictogène et donc... Mais par rapport à ce qu'on a dit lors de nos 3 présentations, en fait, ce qui est important, c'est un certain nombre de critères comportementaux. C'est pas forcément le fait qu'on consomme une substance, hein, c'est un rapport avec une activité, un comportement, avec une envie donc irrépressible de s'engager dans le comportement, une difficulté de contrôler, malgré toutes les conséquences négatives. Et le jeu rentre dans cette sphère-là, d'accord? Et ensuite, peut-être plus derrière votre question, il y a aussi la question du plaisir. Donc il y a du plaisir effectivement dans le jeu, mais il y a surtout de l'excitation. Il y a surtout beaucoup de faux espoirs. Et du coup, là, j'en reviens, moi, à ma réponse dopaminergique striatale. C'est qu'en fait, les jeux sont, comme vous le savez, hein, donc il y a tout un tas de gens qui travaillent savamment pour créer, on va dire, l'espoir le plus subtil pour qu'à chaque fois, vous ayez l'impression que vous êtes proche de gagner. Et ça, rien que ça stimule cette réponse dopaminergique striatale qui ne va pas non plus s'habituer. Et donc, vous allez accrocher des personnes vulnérables. C'est comme ça que vous allez les accrocher au jeu. Et donc, après, bien sûr, il y a tous les facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, individuels, les facteurs environnementaux. Quand vous avez pas grand-chose d'autre à faire que, justement, jouer. Donc, voilà, ça se rajoute pour expliquer pourquoi un individu en particulier va tomber dans ce type d'addiction. Et comment l'institution, j'allais dire l'hôpital, la clinique va prendre en compte ce type de dépendance, ce type de souffrance? De façon totalement comparable à ce qu'on met en place dans les addictions en général, avec ou sans substance, puisqu'on va retrouver effectivement exactement les mêmes symptômes cliniques de perte de contrôle, d'envie incontrôlable, travailler sur les facteurs de vulnérabilité, et on va vraiment avoir les mêmes approches psychothérapie comportementale, avec aussi un accompagnement aussi social qui va être important, parce que bien souvent, les personnes ont accumulé énormément de problèmes financiers autour du jeu. Et puis voilà, essayer de se mettre le plus à distance possible de cet environnement, avec la difficulté de l'hyperaccessibilité des jeux d'argent via les sites internet, hein, ce qui va rendre quand même les choses aussi un petit peu plus difficiles pour les patients qui vont être potentiellement très facilement sursollicités, voire harcelés via leur téléphone pour les inciter à jouer, en fait. Hein. Donc ça va être une difficulté supplémentaire, et donc on va travailler sur tous ces facteurs avec les patients, trouver des stratégies de mise à distance. Et le patient est reconnu comme tel. Il est en situation d'addiction. Oui, et le diagnostic est posé comme ça. Oui, bien sûr. Oui, à l'égal. Bien sûr. Il y a un consensus au niveau des critères diagnostiques, au niveau des professionnels du champ, sur vraiment des similitudes, et puis des processus qui sont totalement similaires. Ça a été clairement démontré dans de très nombreuses études, et puis la clinique le démontre aussi. Et si je peux me permettre, parce que c'est un point important, juste par comparaison avec la découverte que Pierre Vie a mis en avant dans sa présentation, qui part de la recherche sur l'animal dans une situation expérimentale. Là, avec les jeux, on a une petite difficulté, c'est que même si on a des pistes, c'est très difficile de développer un modèle animal de jeu pathologique de type addictif chez l'animal. C'est pas impossible, hein, mais pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas de super modèle, et ça, c'est une limite pour explorer justement les mécanismes neurobiologiques et éventuellement identifier des cibles, comme par exemple a pu le faire Pierre Vie quand il a découvert ces mécanismes protecteurs suite à une injection de tachets sur des animaux de laboratoire. Ça part comme ça, hein. Donc voilà, donc pour le jeu, on a bien caractérisé le truc, mais en termes de pistes pour intervenir, c'est plus compliqué. Oui, madame. Bonsoir. Je tiens à vous remercier tout d'abord. Alors, concernant ma question, il vise le lien entre la consommation du cannabis à l'adolescence et les altérations du cortex préfrontal et le risque de développer des troubles psychiatriques à l'âge adulte. Et on sait très bien que le cortex préfrontal a des fonctions cognitives très intéressantes, telles que la prise de décision, la planification, etc.
Merci. Donc, adolescence et déficit cognitif, donc c'est chez des consommateurs réguliers, donc on discute tous les jours à peu près, plusieurs fois par jour. Eh bien, vous avez de fortes chances. Si on prend cette population en total, on voit une diminution du QI, on voit une diminution de certaines fonctions exécutives qui sont celles dues au cortex préfrontal. Les risques pour les maladies psychiatriques, à ma connaissance, n'est pas lié qu'à l'adolescence, c'est adolescence et âge adulte, et c'est à peu près 4 fois plus de développer une dépression, une psychose ou un truc comme ça. J'ai deux petites questions. La première, c'est la source, si on devait définir une source globale des addictions. On entend souvent parler d'un manque de quelque chose et je voulais votre avis par rapport à si on pouvait définir quelque chose de commun par rapport à ce manque et votre avis sur le sujet. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il existe des questionnaires précis qui correspondent à la définition de l'addiction pour savoir à quel moment on peut y être ou pas? Vaste sujet. La définition du manque. Alors le manque, c'est un sujet très vaste. On manque tous de quelque chose. On manque tous de quelque chose par définition. Mais non, on va vraiment définir cette notion commune qui est le craving, qu'on n'a malheureusement pas réussi à traduire en français, mais qui désigne cette envie. Alors la définition, c'est une envie incontrôlable. Donc c'est rattaché vraiment à la perte de contrôle du comportement, de consommer, d'utiliser l'objet de l'addiction, c'est-à-dire que ce soit substance ou comportement, chez quelqu'un qui tente finalement de contrôler, de réduire, de réguler, avec finalement une sorte de conflit, de lutte intrapsychique entre, d'un côté, cette incapacité à réguler. Je disais, une source commune. Parce que là, le craving, c'est une conséquence commune. C'est un symptôme. Et donc, une votre source question, commune. C'était la source. Une source c'est-à-dire commune, s'il y en avait une. Ah, une origine. Une origine commune. Source voulait dire neurobiologique, comment ça fait que des substances si différentes. Le substrat neurobiologique Oui. commun. Ouais. Commun. C'est ça que vous voulez dire? Pas forcément. Si on devait le définir, oui. Je ne sais pas si c'est une substance, mais dans le cerveau, qu'est-ce qu'on peut définir? Qu'est-ce que vous verriez en critères communs? À part, il a dit, Serge, une des choses qu'on a retrouvées à toutes les drogues, c'est cette capacité d'activer les systèmes dopaminergiques sans provoquer de l'habituation. D'accord. Alors, les dopamines, c'est pas le plaisir, mais c'est ce qui va énergiser votre comportement, elle va vous donner la motivation d'obtenir les choses. Donc, je pense que ça, c'est une source commune, mais c'est pas avec ça qu'on va traiter les addictions. Non, mais c'était pour... Ça n'a rien à voir avec le manque. Oui, mais madame, je pense utiliser les manques comme mot, pas forcément les manques. Qu'est-ce qu'il fait Alors, ça, c'est une chose qu'on a trouvée. Après, on a trouvé d'autres choses La communes. cause, en fait, c'est la cause, votre question? Oui, la source, cause, source, oui. Alors l'origine, justement, quoi. on va pas dire qu'il y a une cause, puisque on va pas identifier une cause qui va expliquer qu'à un moment donné, voilà, c'est vraiment multifactoriel. Oui. Donc, c'est ce que j'allais ajouter, c'est que, si je comprends bien votre question, est-ce que vous aviez mélangé la notion de source et de manque? Donc, c'était une piste, le manque. Donc, mais si la question de la source, quand on parle d'un organisme biologique, une des sources, c'est forcément, bien sûr, sa constitution génétique. Donc, ça a été un peu évoqué dans le discours de Véronique au début. C'est qu'effectivement, on peut avoir, et ça, c'est très bien démontré, il y a une composante génétique, mais c'est une composante génétique, donc elle est constitutive, originelle, vous parliez de source, on hérite de cette constitution génétique, mais le truc c'est que c'est très complexe, l'architecture génétique qui a derrière la vulnérabilité des drogues, il y a une composante qui est générale, donc ça répond à votre question, et une composante qui est plus spécifique, mais le problème c'est que derrière tout ça, il y a plein de gènes qui contribuent des toutes petites variations
de vulnérabilité. Donc, on n'a aucun gène qui, par exemple, va contribuer à plus de 1% de la vulnérabilité vis-à-vis de l'addiction. Et ensuite, bien sûr, cette constitution génétique, elle va interagir avec tout ce qui va se passer de la conception in utero jusqu'à la naissance et tous les événements post-nataux. Et comme vous le savez sans doute, des événements in utero, le stress de la maman dans un environnement un peu stressant va contribuer. Des traumatismes donc infantiles, de la maltraitance, des violences sexuelles, etc. C'est très associé avec les addictions. Ça va interagir avec cette constitution génétique. Il y a des individus qui vont résister, d'autres pas. Et bien sûr, ensuite, l'environnement avec la disponibilité en drogue, la culture dans laquelle on est qui va favoriser ou pas la consommation, les groupes de gens qu'on va rencontrer qui vont nous inciter à en consommer ou pas. Voilà. Tout ça, l'un dans l'autre, va aboutir à ce qu'un individu, à un moment donné, va tomber dans l'addiction. Mais chacun de ces facteurs, à lui seul, ne pourra pas être la source d'une addiction en particulier. Même si, comme Pierre-Ville l'a très bien expliqué, on peut quand même agir sur un récepteur pour éventuellement traiter en factorisant toute cette complexité quelque part. Parce que lui, il va agir sur un récepteur, il va le moduler d'une manière très spécifique. Et pourtant, ça va avoir apparemment une efficacité. Donc, on attend les résultats cet été. Mais normalement, voilà. On y croit, quoi. Merci, Serge. Sur ces paroles de bon sens, je crois qu'on va devoir terminer cette conférence inaugurale. Et merci énormément. Merci. Merci à tous ces chercheurs qui sont venus gracieusement faire de la vulgarisation scientifique. Merci pour eux. Et merci à vous. À très bientôt.